Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Antananarive, 6h30 à Paris et à Goma. Magali Lagrange. Les 6 militants de la Lucha, graciés par le président Kabila, veulent purger la fin de leur peine en République démocratique du Congo. Un geste de solidarité selon leur mouvement envers les autres détenus qui, eux, ne bénéficient pas de remise de peine. Vous entendrez leur avocat dans quelques instants. Une manifestation qui dégénère au Gabon. La mobilisation avait été convoquée par l'opposition pour dire non à la candidature d'Ali Bongo à la présidentielle du mois prochain. Les forces de l'ordre sont intervenues pour la disperser à coups de grenades lacrymogènes. Des affrontements ont éclaté. Division au Soudan du Sud au sein du mouvement de Riek Machar. Il le remplace à son poste de vice-président par un homme que lui-même avait écarté quelques heures plus tôt. Et puis enfin, direction Madagascar pour un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat largement consacré aux jeunes cette année. Il refuse donc la grâce accordée par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les 6 militants du mouvement La Lucha qui se sont vus accorder une remise de peine par le chef de l'État avant-hier choisissent de finir de purger leur peine par solidarité avec les autres détenus d'opinion selon leur mouvement. Ces 6 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison en mars dernier pour tentative d'incitation à la révolte. Ils ont déjà passé 4 mois et demi en détention. Ils ont été arrêtés après avoir préparé des pancartes à la veille d'une journée ville morte à l'appel de l'opposition pour dire non à toute prolongation du mandat présidentiel au-delà des délais fixés par la Constitution. Leur avocat, maître Mugisho, dénonce une grâce opportuniste. Il appelle à la libération d'autres détenus. Sachez que le son a été doublé pour qu'il soit audible parce que sa qualité technique ne permettait pas de bien le comprendre. Le chef de l'État a pris cette mesure pour qu'ils aient une sorte de dette morale envers lui. C'est une mesure politique qui vise à attirer la sympathie des jeunes. Il y a 2 militants qui sont encore détenus à Kinshasa, Fred Bauma et Yves Makambala, et qui n'ont jamais été entendus ni jugés. Ils sont en détention préventive depuis plus d'1 an maintenant, et ce sont eux qui auraient vraiment eu besoin de cette mesure de clémence. Alors, je viens d'apprendre que par solidarité, ils préfèrent rester en prison jusqu'au 15 août. En RDC, lorsqu'une telle mesure est prise, il faut que le condamné en fasse la demande pour sortir. Et eux, ils ne le feront pas. Personnellement, je pense que l'administration va les décarpir, les chasser de la prison. Mais dans leur fort intérieur, dire merci, ce serait trahir leur combat. Ce serait une corruption morale. Des propos recueillis par Carole Valade. Et j'ajoute que le mouvement La Lucha estime que ces mesures de grâce présidentielle sont un pas dans la bonne direction sur la voie de la libération de l'espace politique, sans lequel, dit La Lucha, un dialogue constructif et sincère est impossible. Un dialogue politique a en effet été convoqué par le président Kabila. Le facilitateur, nommé par l'Union africaine, Edem Kodjo, annonce d'ailleurs que les travaux préparatoires seront lancés dans une semaine, soit samedi prochain. Un dialogue pour préparer donc les élections en RDC. Hier encore, plus d'1 millier de jeunes se sont rassemblés à Bukavu, dans le sud Kivu, à l'appel du mouvement Filimbi, pour demander que ces élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Des jeunes qui appellent le docteur Denis Mukwege, connu pour son rôle auprès des femmes victimes de violences sexuelles et qui a reçu plusieurs prix internationaux, à devenir leur porte-parole. Le docteur Mukwege leur répond ce matin. Il se dit honoré, mais il affirme que c'est une tâche trop lourde pour un seul homme. Il appelle tous les Congolais à prendre leurs responsabilités. Les jeunes m'ont remis un flambeau, ils m'ont remis aussi un sifflet et un carton rouge. Un sifflet, c'est pour alerter, et puis un carton rouge, c'est de pouvoir, à chaque fois quand il y a un jeu qui ne correspond pas, de pouvoir donner la carte rouge à ceux-là qui ne se conforment pas à la Constitution. Ils m'ont demandé tout simplement d'être leur porte-voix. Je crois que c'est un rôle très difficile si c'est demandé expressement comme ça par une foule de jeunes qui veulent voir un changement dans leur pays. Je leur ai exprimé que c'était une responsabilité lourde et qu'elle ne peut pas être portée par une seule personne. Un seul citoyen ne peut pas porter cette responsabilité. Je crois que c'était ma réponse, mais nous portons tous cette responsabilité. Il faut absolument que ces jeunes se sentent soutenus. Et ce que nous avons fait. Le
Le docteur Denis Mukwege était joint par Édouard Dupenoit. L'actualité en RDC, ce sont aussi ces nouvelles violences dans l'est du pays. Une attaque menée par des hommes non identifiés a fait 6 morts dans la nuit de vendredi à samedi à Boualanda, dans le territoire de Rutshuru. Les autorités affirment qu'une enquête a été ouverte. L'opposition gabonaise a manifesté hier à Libreville, au Gabon, pour protester contre la candidature à la présidentielle du 27 août du chef de l'État, Ali Bongo, qu'ils accusent d'avoir falsifié son acte de naissance, de ne pas être né au Gabon, ce qui le rendrait inéligible selon les termes de la constitution gabonaise. Hier, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants en lançant des grenades lacrymogènes. Des heurts ont éclaté. Un caméraman de l'agence France Presse a également été tabassé. Les autorités parlent de 2 blessés graves parmi les forces de l'ordre. 11 manifestants ont été arrêtés. Le ministre gabonais de l'Intérieur affirme que les forces de l'ordre sont intervenues parce que la manifestation n'avait pas été autorisée. Selon Paco Moubele Boubeya, les opposants s'étaient contentés de l'informer de la tenue de leur mobilisation sans toutefois demander d'autorisation. Force doit rester à la loi. La loi gabonaise est simple. Pour faire une marche, il faut en demander l'autorisation. Une fois que l'autorisation vous est accordée, la marche elle est encadrée et il ne se passe aucun problème. J'ai reçu une lettre qui m'informait de l'organisation d'une marche. Une information n'est pas une demande. Donc pour ce qui concernait le ministère de l'Intérieur, je n'avais autorisé aucune marche aujourd'hui. Je ne donne aucun ordre. Nous sommes dans la protection des personnes et des biens de façon quotidienne. Il n'y a pas d'ordre à donner. La police, c'est son travail de s'assurer de la quiétude de la cité. Et que s'il y a un événement qui se passe dans la cité, qu'il n'est pas prévu, la police doit pas rétablir, mais s'assurer toujours de l'ordre dans la cité. On n'a pas besoin de donner un ordre pour ça. Il était prévu un rassemblement qui n'était pas autorisé à rompre la démocratie. Il fallait qu'on prenne les mesures pour que ce rassemblement ne se fasse pas, ce qui est tout à fait normal. Le ministre gabonais de l'Intérieur, Paco Moubele Boubeya, au micro d'Yves Laurent Goma. Et de leur côté, les opposants gabonais dénoncent une répression de la part du gouvernement. En Centrafrique, 3 personnes qui étaient retenues en otage depuis plus d'1 an par un groupe rebelle dans l'ouest du pays ont été finalement libérées, remises aux autorités par le Front démocratique du peuple centrafricain, mouvement d'Abdoulaye Miskine. Le FDPC avait toujours nié avoir enlevé et détenu les 3 otages. Ils accusaient d'autres groupes rebelles. Les conditions de ces libérations n'ont pas été précisées. Un nouveau vice-président nommé au Soudan du Sud en l'absence de Riek Machar, qui a quitté la capitale après les combats d'il y a 2 semaines et qui refuse pour l'instant de rentrer parce qu'il dit craindre pour sa sécurité. Une centaine de cadres de son mouvement ont désigné un remplaçant pour assurer l'intérim. Il s'agit de Taban Dengai. Décision prise après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures qui avait été fixé par le président Salva Kiir pour que Riek Machar revienne justement dans la capitale. Les précisions de Sébastien Nemeth. Ce n'est pas une surprise. Taban Dengai était pressenti depuis plusieurs jours pour prendre le siège de son ancien leader Riek Machar. Le chef de guerre est un homme puissant, ancien commandant dans la guerre d'indépendance contre Khartoum et ex-gouverneur de l'État d'unité. Il avait été le principal négociateur de Riek Machar pour l'accord de paix d'août 2015. Ses désaccords avec son mentor étaient de plus en plus visibles. Taban Dengai s'était même rangé du côté du président Salva Kiir dans son refus d'accepter une force neutre d'interposition. Des dissensions telles qu'il y a une semaine, Riek Machar avait démis de ses fonctions son ancien bras droit. Pour le chercheur Miklos Gostoni, nommer Taban Dengai à la vice-présidence est une nouvelle manœuvre du président Kiir pour torpiller l'accord de paix et forcer Riek Machar à reprendre les armes. Taban Dengai a au passage été nommé par une centaine de cadres de son mouvement, affaiblissant un peu plus Riek Machar dans son propre camp. Pour Miklos Gostoni, ce coup dur pourrait permettre d'évaluer l'influence réelle et la capacité à mobiliser de l'ex-chef rebelle au sein de son ethnie Nouer. De nouveaux combats sont donc à craindre, conclut l'expert. 4h39 à Bamako, au Mali, les hommes de la CMA ont procédé à des fouilles de domicile et à des interpellations hier à Kidal, dans le nord, après les affrontements qui les ont opposés au Gatia cette semaine. Le Gatia qui accuse la CMA de mener une véritable chasse à l'homme. La CMA rétorque qu'elle cherche simplement des combattants armés qui seraient cachés dans des maisons. La mission des Nations Unies, la MINUSMA, tente quant à elle de mener une médiation avec les 2 camps pour apaiser les choses.
Le site d'une web radio suspendu en Algérie 2 semaines après son lancement à peine. Il s'agit de la radio des Sans-Voix, lancée par le collectif des familles de disparus de la guerre civile dans laquelle le pays a été plongé dans les années 90. Un sujet dont il est encore bien difficile de parler en Algérie. La radio a donc pour objectif de libérer la parole. Le collectif dénonce un blocage de son site internet, mais sa porte-parole assure que les familles trouveront d'autres moyens de s'exprimer. On écoute Nassera Dutour. L'émission sur les familles des disparus, sur les témoignages des disparus, c'est la mission qui a été plus écoutée. On a eu plus de 3000 auditeurs sur cette émission. Peut-être qu'on a parlé de sujets qui fâchent. 50 ans après l'indépendance, on a parlé de ça. On a parlé aussi de la démocratie et de la République. Je pense que c'est des sujets qui sont tabous, il ne faut pas en parler. Puis c'est les familles de disparus, il faut faire oublier les familles disparues. Il faut que le monde entier oublie et surtout en Algérie, il faut pas sensibiliser la population algérienne sur la question des disparus, parce que pour eux, ils ont décidé que c'était clos, et nous de toute façon on est là, qui ferme ou qui ferme pas, on trouvera toujours le moyen de parler, toujours le moyen de se faire entendre de toute façon. Donc je pense que je trouverais bien une solution, mais pour l'instant je l'ai pas. Comme ça, j'essaye de trouver d'autres solutions, mais pour l'instant je l'ai pas encore. J'en trouverai bien une, j'espère. La porte-parole du collectif des familles de disparus pendant la guerre civile en Algérie. Il est de retour en RDC. Le chanteur congolais Koffi Olomidé n'aura finalement pas pu donner de concert à Nairobi comme il avait prévu de le faire. Il a été expulsé du Kenya hier. Il avait été arrêté la veille pour avoir donné un coup de pied à une de ses danseuses. Son avocat affirme qu'il a simplement tenté de s'interposer entre 2 de ces danseuses qui se disputaient. Comment aider les jeunes à créer leur entreprise à Madagascar? C'est la question posée pendant 2 jours au sein du salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi qui vient de se tenir à Antananarive. Sur la grande île, créer une entreprise qui marche est un défi en raison de la fiscalité considérée comme peu avantageuse et de procédures parfois compliquées. Jeanne Richard. Beaucoup de jeunes dans les allées du salon de l'entrepreneuriat. Le but, c'est en effet de les aider à se lancer dans les affaires, comme l'explique Onissou Ratoufson, en charge de l'organisation de l'événement. On a remarqué un petit souci dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment au niveau des jeunes qui veulent créer leur entreprise. Ils ont des bagages en main, mais ils ne savent pas vraiment où s'orienter, comment faire la première démarche. Ça a été le cas de Mia Zanjanarivoun. À 19 ans, il a voulu se lancer, ce fut un échec. Lorsqu'on échoue, c'est qu'on voit trop grand. Je voulais beaucoup investir sur beaucoup de choses, alors que j'avais même pas d'argent. Il faut d'abord débuter petit. Aujourd'hui, à 21 ans, alors qu'il est toujours à l'université, il retente l'expérience. Il y a 2 mois, il a créé son cabinet d'expertise industrielle. Il explique qu'il a dû surmonter plusieurs difficultés. Tout d'abord, les difficultés, c'est de limiter la taxe et les impôts. Et mes parents n'acceptaient pas tellement que je crée mon entreprise alors que je suis encore trop jeune. Parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit entrepreneurial, je pense. Et plus tard, il s'imagine en Steve Jobs ou Bill Gates, ses modèles. Il souhaiterait aussi pouvoir devenir investisseur pour aider les jeunes entrepreneurs comme lui à se lancer. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. À la Confédération africaine de foot, la CAF s'est trouvé un nouveau sponsor cette semaine. Le groupe français Total met la main au portefeuille. Il s'engage sur 8 ans. Une façon pour le groupe pétrolier de soigner son image sur le continent, Francine Quentin. Aucune indication sur le montant financier de l'accord, mais la Confédération africaine de football se félicite de sa conclusion et le considère déjà comme un événement majeur dans sa recherche de ressources supplémentaires pour son développement, sa modernisation, ses infrastructures sportives et au bout du compte, ses performances à l'échelle mondiale. Total va apporter son soutien à 10 des 11 compétitions organisées par la CAF, dont la CAN de janvier 2017 au Gabon, qui prendra alors le nom de Coupe d'Afrique des Nations Total. 1500 matchs sont concernés, dont des compétitions de jeunes et la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Pour le groupe pétrolier français, présent depuis 80 ans en Afrique et dans 44 pays du continent, l'objectif est de renforcer ses liens et sa proximité avec les pays où il prospecte, extrait et commercialise pétrole et gaz. Une façon de réaffirmer un ancrage africain par le biais sympathique et fédérateur de compétitions sportives très appréciées des populations. Il est 6h44 à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange.
Dans 5 minutes, toute l'actualité sportive, c'est Alexandre Seban qui viendra nous rejoindre en studio. Et puis nous irons à Montréal où le festival Nuit d'Afrique se termine ce dimanche. Un événement devenu incontournable qui accueille tous les ans les plus grandes stars de la musique africaine. Il fête ses 30 ans cette année, l'occasion de revenir sur sa création et sur son évolution. Mais avant tout, on retrouve l'invité de la rédaction. RFI. Notre invité ce matin connaît bien l'Afrique. Il a sillonné le continent en étant basé successivement en Tanzanie, au Nigeria, au Soudan, au Tchad. Il est maintenant en Ouganda. Frédéric Noy est photographe indépendant. Il travaille entre autres choses sur les populations exclues et stigmatisées. Il est à l'affiche du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image qui se tient dans un mois à partir du 27 août à Perpignan, dans le sud de la France. Il est l'invité de Juliette Rangeval. Bonjour Frédéric Noy. Bonjour Juliette Rangeval. Vous allez exposer cette année à Visa pour l'image, qui est le plus grand festival de photojournalisme en France. Votre travail sur les communautés gays d'Ouganda notamment, mais pas seulement. Ça fait longtemps que vous travaillez auprès de ces communautés ? Ça fait 5 ans que j'avais envie de travailler sur ce sujet. Ça fait 4 ans que je le fais. Sur la communauté, moi je dis les minorités sexuelles parce que ça englobe les hommes, les femmes, donc lesbiennes, gays, intersexes. Et sur 3 pays, donc le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, qui est la partie principale parce que moi je suis basé à Kampala, en Ouganda. Et pourquoi est-ce que vous aviez envie de travailler sur ces communautés-là, sur ces minorités-là ? Ce qui m'intéresse, c'est la faculté qu'a une minorité qui est baignée dans un océan de conformisme, notamment en matière sexuelle, de dire on existe malgré tout, quand ils sont dans un univers où la loi, principalement, soit la loi votée par le Parlement, soit la loi de la société, les exclut, ne veut pas d'eux. Et ils sont là en disant, malgré tout, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous, on existe. Donc c'est ce côté contestation, contre-pouvoir et aussi guerrier, militant. En Ouganda, il y a eu une loi qui avait été très répressive votée contre les homosexuels, finalement qui a été cassée. Mais il y a quand même de plus en plus de harcèlement contre les homosexuels, les gays, les lesbiennes. C'est un mouvement permanent qui est beaucoup plus présent quand même dans les campagnes, parce que dans la capitale, en Ouganda, il y a les réseaux activistes qui sont très très présents. C'est comme des anticorps, comme il y a une forte pression homophobe, comme réaction, il y a un fort réseau d'activistes qui est capable de juguler ça. Et c'est pour ça que ça arrive plutôt dans les campagnes ou dans les villes de province, parce que là, ils sont moins présents. Et c'est par une éruption soudaine. Dernièrement, il y a eu notamment une vingtaine d'étudiants qui ont été montrés du doigt, tabassés en disant cela sont gays. On ne sait même pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça arrive soudainement dans une ville de province. Quelle différence entre des pays comme le Burundi, le Rwanda justement et l'Ouganda ? Donc c'est le même ensemble géopolitique, le même ensemble géographique. Par contre, les situations légales sont différentes. Au Rwanda, il n'y a pas de loi anti-gay, notamment grâce à Kagame qui... C'est presque le seul avantage, c'est horrible à dire, du génocide, c'est-à-dire que Kagame a dit mais je veux absolument aucune stigmatisation de ma population, sur quelle raison que ce soit. On a vu ce que ça donnait Tutsi ou tout, donc rien sur la sexualité. Le Burundi, c'est la loi punit jusqu'à 7 ans de prison et une amende qui pour nous paraît dérisoire, mais en francs burundais est assez élevée. Et l'Ouganda, c'est le stade du dessus, c'est-à-dire qu'on peut aller en prison jusqu'à 14 ans. Et la loi auquel vous faisiez allusion vous condamnait à vie, mais elle a été cassée. Mais après, effectivement, il y a des ponts entre les pays, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la situation au Burundi étant ce qu'elle est, difficile politiquement, il y a une vague de gays burundais qui va se réfugier soit au Rwanda, donc là, parce qu'ils ont des attaches familiales, parce que c'est pas trop loin du Burundi, ou soit carrément en Ouganda. Quand la loi a été passée en Ouganda, donc en février 2014, il y avait eu aussi une vague de LGBT ougandais qui sont partis au Kenya, avec notamment dans l'idée d'être relocalisés dans un pays tiers, soit grâce au HR, au commissariat aux réfugiés en général. Vous connaissez ces minorités, vous travaillez avec elles depuis longtemps, certains sont devenus vos amis. Qu'est-ce que vous photographiez ? Je me suis aperçu au fil des années qu'en fait l'idée pour moi derrière ce reportage photographique, c'était de ne pas colporter de stéréotypes.
c'est-à-dire d'essayer d'aller vraiment dans la vie quotidienne des LGBT. Oui, il y a des trans, oui, il y a une gay pride en Ouganda, mais après de montrer à quoi c'est lié, d'où ça vient, quelles sont les racines de ça, comment ils vivent normalement, qu'est-ce que c'est qu'être gay, mais au jour le jour. C'était pas l'idée au départ, mais c'est l'idée que j'ai découverte finalement pour essayer de ne pas aller vers le sensationnel, mais essayer de les montrer aussi comme des combattants, pas comme des survivants, pas comme des victimes. Ils le sont, quelquefois, notamment aussi la stigmatisation, mais de montrer en eux qu'est-ce qui fait qu'ils continuent et qu'ils sont toujours là et que quelles que soient les décisions prises à leur encontre, on s'en débarrassera pas comme ça. Et c'est ça qui les rend humains et beaux. C'est ce côté, faites ce que vous voulez, mais nous on combat. Et quand je dis combattre, ça peut être un petit bonhomme ou une jeune femme. Et moi, c'est aussi toute l'admiration qu'ils ont développée en moi. C'est que quand je les vois comme ça, je suis absolument stupéfait de l'énergie déployée pour continuer à vivre. Merci Frédéric Noy. Merci à vous. Le photographe indépendant Frédéric Noy répondait à Juliette Rangeval. La piste djihadiste écartée en Allemagne après la tuerie de Munich vendredi soir qui a fait 9 morts et 16 blessés. Aucun lien avec le groupe État islamique, dit la police. L'enquête s'oriente vers la thèse d'un acte de folie meurtrière sans motivation politique. Le tireur de 18 ans est présenté comme un déséquilibré, obsédé par les tueries de masse. L'Afghanistan sous le choc. Un attentat à Kaboul a fait 80 morts et plus de 130 blessés. Une attaque kamikaze lors d'une manifestation de la communauté minoritaire chiite Hazaras, aussitôt revendiquée par le groupe État islamique. On saura aujourd'hui quels sportifs russes sont autorisés à participer aux JO. Le comité international olympique doit rendre son verdict dans le scandale de dopage qui touche la Russie. Les sportifs engagés dans les épreuves d'athlétisme sont déjà suspendus. Le CIO doit maintenant dire si les sanctions s'étendent ou non à d'autres disciplines. Il devrait remporter ce soir son 3e Tour de France. Le Britannique Chris Froome est quasiment assuré de la victoire. Le Français Romain Bardet devrait terminer 2e devant le Colombien Nairo Quintana. Tout à l'heure, la dernière étape conduira les cyclistes de Chantilly en région parisienne jusque sur les Champs-Élysées. Les sports, on en parle plus longuement tout de suite avec Alexandre Seban. Bonjour Alexandre. Bonjour Magali, bonjour à tous. On débute avec le football. Exploit du Soudan qui se qualifie pour la CAN des moins de 20 ans en éliminant le Nigeria, tenant du titre et recordman du nombre de victoires dans la compétition. Succès 4-3 au terme d'un match spectaculaire à Lagos au Nigeria hier. Le Soudan avait pourtant été battu 2-1 lors du match aller. En revanche, l'Égypte, 4 victoires au compteur, valide son billet. Les Pharaons ont surclassé 4-0 l'Angola. Enfin, pas de problème non plus pour l'Afrique du Sud. Qualification validée face au Lesotho, 3-0. Et suite des dernières rencontres éliminatoires ce dimanche. 3 tickets pour la Zambie à valider aujourd'hui. Ça devrait passer pour le Cameroun qui affronte la Libye. Les Lionceaux l'ont emporté 3-0 sur leur pelouse lors du premier match. Un peu plus de suspense a priori dans les 2 autres rendez-vous du jour. La Guinée reçoit la Gambie à 17h temps universel, 0-0 à l'aller. Autre rencontre très attendue, Mali, Burkina Faso à Bamako. Score nul et vierge là aussi à l'aller. Les Aiglons voudront confirmer leur bon résultat de l'année 2015, à savoir une 4e place lors de la précédente CAN et une médaille d'argent mondiale. Ils pourront compter sur l'optimisme de leur sélectionneur, Baïba, vainqueur de la CAN des moins de 17 ans en 2015 également. Actuellement, là où nous sommes, l'équipe se présente vraiment à merveille parce que l'état d'esprit du groupe est superbe. Les conditions physiques sont vraiment excellentes, donc je peux dire que l'équipe se présente bien. Nous sommes habitués à des compétitions de ce genre. On doit seulement faire la victoire. Vous êtes conscient et confiant? Conscient de l'enjeu, conscient de tout. Je pense que c'est notre boulot, c'est ce qu'on nous demande, c'est nous aussi, c'est ce qu'on cherche, donc très serein. Baïba, l'entraîneur des Aiglons du Mali, au micro de Mamadou Kaloga. Mali, Burkina Faso, coup d'envoi 17h TU. On continue avec de l'athlétisme. Superbe performance de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou au meeting de Londres ce samedi. Dernière étape de la Ligue de Diamant avant les JO. Elle a remporté le 100 mètres devant 2 pointures, la Trinidadienne Michelle Lee Hay et la double championne olympique jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Price. Elle passe pour la première fois également sous les 11 secondes avec un temps de 10 secondes 96 centièmes réalisé en série et en finale. De bon augure donc
pour Rio. Lui n'était pas à Londres hier, mais il sera dans Mondial Sport ce soir. Le sprinter ivoirien Ben Youssef Meïté, champion d'Afrique sur 100 mètres, est très ambitieux pour les Jeux Olympiques de Rio à venir. Meïté a vécu un mois de juin très prometteur. 6 ans après son premier titre sur la ligne droite, il est redevenu champion d'Afrique à Durban, mais surtout, un peu plus tôt à Prague, il est devenu le premier ivoirien sous les 10 secondes sur 100 mètres. 9 secondes 99 exactement. Pas un aboutissement, mais un moment majeur dans la carrière de ce sprinter de 29 ans qui s'entraîne aux États-Unis. Porte-drapeau de la Côte d'Ivoire à Londres en 2012, il s'apprête à retrouver les Jeux avec beaucoup d'appétit. C'est fort. J'ai vu plein de choses qui sont passées dans ma tête en même temps. J'étais surpris, je me suis dit, waouh Ben, tu as réussi. Et je dirais, j'ai fait quelque chose dans ma vie. Ça, c'est une richesse pour moi, de voir que j'ai fait 9,99. C'est déjà beaucoup pour moi. Parce que, comme on dit dans la vie, il faut avoir des objectifs à court et à long terme. Moi, ça faisait partie de mes objectifs à court terme. Et maintenant, je vise la finale pour Rio. C'est sûr qu'en finale, tout peut arriver. Je ne peux pas dire maintenant que je veux avoir une médaille. Non, c'est être un peu trop prétentieux, je dirais. Il y a 4 ans, la finale, vous l'aviez manqué. Vous étiez éliminé en demi-finale. Et en plus, vous étiez blessé pendant cette demi-finale, ce qui vous a coûté les 2 années suivantes de compétition. Vous avez une revanche à prendre ? Ah oui, pour moi, c'est les derniers Jeux. Donc, il faut que je donne 180% de moi. Ça ne sera pas 100%. Il faut que je me tue à chaque course. C'est un grand tournant pour ma vie. C'est ce que j'ai choisi. C'est ma finale, si on veut. Je dois pouvoir réaliser ce rêve-là. Je pense que je peux le faire. Ben Youssef Meïté au micro de Christophe Jousset, une interview que vous pouvez retrouver ce soir dans Mondial Sport, présenté par Pierre Chaperon et Hugo Moissonnier, 21h10, temps universel bien sûr. Et on termine, Alexandre, avec le cyclisme. Rideau ce dimanche sur la 103e édition du Tour de France. Ça aussi, on en parlera ce soir dans Mondial Sport. C'est aujourd'hui la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Sauf accident, l'actuel maillot jaune Christopher Froome, le Britannique né au Kenya, déjà vainqueur du Tour en 2013 et 2015, remportera une 3e édition. Le Sud-Africain de la Lempré, Luis Mentiès, devrait de son côté conserver sa 8e place au classement général, un exploit historique. Jamais un cycliste du continent n'avait été aussi haut dans un grand tour. Ce samedi, le coureur de 24 ans a terminé 14e de la 20e et avant-dernière étape. Un peu plus de 146 km entre Megève et Morzine dans les Alpes et remporté par l'Espagnol Isaac Guerrero. Aujourd'hui, ce sera les Champs-Élysées donc. Merci Alexandre Seban. Toute l'actualité sportive, c'est aussi à retrouver sur notre site internet, le www.rfi.fr. 6h56 ici à Paris. Géopolitique, le débat, Toufik Benaïchouch. Qu'est-ce que la puissance ? Quel que soit le nom qu'on lui donne, mondiale, régionale, hyperpuissance, tous les États tentent de l'acquérir. À quelles conditions la possède-t-on vraiment ? Pour quel usage ? Et qu'est-ce qui peut éventuellement la remettre en échec ? À toutes ces questions, nos invités apporteront des réponses. Géopolitique, le débat. Toufik Benaïchouch. Aujourd'hui, à partir de 18h10 TU. RFI. Un clap de fin ce dimanche pour la 30e édition du festival Nuit d'Afrique à Montréal au Canada. 13 jours pendant lesquels les musiques africaines ont résonné dans la ville. Nuit d'Afrique, c'était plus de 700 artistes, 35 pays représentés, de grands noms de la musique, certains moins connus, qui permettent aussi au public de faire de belles découvertes. Retour sur l'histoire de ce festival devenu incontournable avec Grégoire Sauvage. L'histoire des Nuits d'Afrique débute en 1987 au club Balatou, lieu emblématique de Montréal, situé sur le boulevard Saint-Laurent dans le quartier animé du Plateau Mont-Royal. Sur la vitrine du club sont épinglés les portraits de Papa Wemba, Youssou N'Dour ou encore Myriam Makeba, témoignage de la place unique qu'occupe le festival dans l'histoire de la musique africaine. À l'origine de l'événement, un homme, le Guinéen Lamine Touré. J'ai créé ce club-là en pensant quelle façon on peut rayonner la culture. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens pour aller en Afrique parce qu'à cause des billets d'avion, on a créé l'Afrique directement à Montréal. Pour moi, le public, ils sont tellement ouverts, c'est ça qui me donne du courage de rester, courage pour travailler. Et Petit Touré peut être fier de ces Nuits d'Afrique, reconnu l'an dernier comme l'un des 10 événements majeurs de la ville de Montréal. Cette année-là, il avait accueilli 550 000 festivaliers sur 12 jours, un public familial et intergénérationnel avide de découvertes. Le rythme, la musique, le djembé et tous les artistes en général, c'est ça. On vibre à la culture africaine. Puis on aime fraterniser avec des gens de tous les pays, de toutes les cultures aussi.
J'invite tout le monde à venir aux Nuits d'Afrique, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'artistes connus et ceux qui ne sont pas connus encore, qui ont la chance aussi de passer sur le stage. En effet, la force et l'originalité du festival est de mettre sur un pied d'égalité des grands noms comme Rachita, Ina Modja ou encore Dabi Touré cette année et des artistes locaux. Le percussionniste malien Adama Daou s'est installé au Québec il y a 5 ans. Le Canada, c'est très loin de l'Afrique. C'est vraiment deux continents complètement différents. Donc, pour ne pas rester dépaysé, il faut embrasser toujours sa culture. Il ne faut pas le perdre. Quand je suis arrivé et que j'ai vu le Festival Nuit d'Afrique, j'ai dit waouh, je me retrouve encore vraiment dans mon monde à moi. C'est devenu comme moi un rendez-vous à ne pas manquer. Avec la sortie d'une compilation rétrospective, la création d'un nouveau prix pour la francophonie remis à Manu Dibango et une 6e journée de concerts gratuits en extérieur, le festival a dignement fêté son 30e anniversaire et n'a pas fini de faire battre le cœur de l'Afrique dans la chaleur des nuits montréalaises. Grégoire Sauvage, Montréal, RFI. Montréal, où il est maintenant 1h du matin. Juliette Rangeval vous attend tout de suite pour la suite de vos programmes.